Modérateur, mesdames, messieurs, merci. Alors on reste dans le domaine du respiratoire, mais là on va s'orienter vers une question pour laquelle il y a très peu de données physiopathologiques ou expérimentales. Il y a par contre quelques travaux et je pense que ces travaux ont été en partie mal interprétés. Alors l'intubation nasale entraîne des pneumonies, je dirais plutôt l'intubation nasale entraînerait des pneumonies. Alors je n'ai aucun conflit d'intérêt sur ce sujet. Alors il y a eu, pour montrer que c'est une question qui continuent à se poser certains auteurs, il y a eu un éditorial, une controverse dans la revue Réanimation il n'y a pas longtemps, entre François Brivet et Laurent Zapfel, avec Laurent Zapfel qui disait qu'il ne fallait pas revenir à l'intubation nasale, alors qu'à l'inverse, François Brivet disait qu'il faut sauver l'intubation nasotrachéale. Alors sans aller jusqu'à Steven Schulberg, je pense qu'on peut analyser les données de la littérature assez simplement et regarder ce qu'on peut conclure de cette question. Alors l'intubation nasotrachéale, c'est une pratique de réanimation assez ancienne, hein, comme le disait François Brivet dans son éditorial, c'est quelque chose qu'on faisait au siècle dernier et que les nouveaux réanimateurs auxquels ne sont pas vraiment habitués. Alors ça continue à être largement utilisé en chirurgie ORL, en chirurgie de la cavité buccale. Moi, ce que j'aime faire avec cette technique, c'est qu'on peut la faire chez certains patients à l'aveugle, sous anesthésie locale. Donc, on n'a pas besoin de faire laryngoscopie, pas besoin d'endormir le patient. Quand je fais ça, les internes me regardent parce qu'ils n'ont jamais vu ça. Et il ne faut sans doute pas le faire à tous les patients. Mais c'est quelque chose qui a son intérêt. Alors, ça peut être aussi, si ce n'est pas fait à méthode à l'aveugle, effectué à l'aide d'une fibroscopie ou quand vraiment on n'y arrive pas, il faut essayer d'une laryngoscopie. Et là, c'est vrai, j'avoue que l'intubation nasotrachéale est peut-être plus difficile que l'intubation orale. Je crois qu'il faut garder à l'esprit que ce n'est pas l'intubation qu'on va utiliser quand la situation est urgente. C'est-à-dire quand le patient a une hypoxémie sévère, quand il y a une hypoxie importante, c'est sans doute pas la technique à privilégier. De même, quand il y a des troubles de l'hémostase, on risque de faire saigner les cornées, on risque d'instaurer des épistaxis menaçants, c'est sans doute pas une bonne idée. Alors donc, intubation non en catastrophe, pas de trouble de l'hémostase, et je pensais initialement que ça avait assez peu d'intérêt si le patient était sédaté, quand le patient dormait. Bon, avoir un tuyau dans la bouche, c'était peut-être pas gênant. Alors je vous ai mis quelques diapos là pour vous montrer que si l'intubation nasale fait peut-être mal, l'intubation orotrachéale, ça peut donner des lésions. Vous voyez que les lèvres de ce patient là ont souffert de l'intubation orale. Vous voyez que là, c'est pareil. Hein, le problème de la fixation de la sonde lors de l'intubation orotrachéale chez un patient qui est conscient, qui se remet à mâcher, c'est vraiment pas simple. Vous voyez que la lèvre est toute abîmée. Là, vous voyez que c'est pareil, une intubation orale qui se complique de lésions des labiales assez importantes. Puis là, on a même une escarre de la langue, hein, avec la sonde d'intubation qui gêne en permanence la langue. Et donc ça, c'est un conflit qui est permanent, qui n'est pas facile à gérer. Bon, puis ça, c'est une malade qui parle, une malade qui est éveillée. Elle est intubée par la bouche, hein, suivant les recommandations. Et puis, elle a écrit sur l'ardoise qu'on lui donne pour pouvoir communiquer avec elle. Puis, elle a écrit « J'ai le feu dans la bouche ». Hein, donc, l'intubation orotrachéale, c'est sans doute pas très confortable. Alors, quelles sont les recommandations des sociétés savantes pour la voie d'intubation qu'il faut utiliser dans le cadre de l'intubation trachéale ? Alors là, je vous ai résumé un petit peu les positions de certains groupes et de certaines sociétés savantes. Pour l'European Task Force, il n'y a aucune discussion sur les recommandations qui ont été édictées en 2001. Vous voyez qu'il n'y a pas de controverse. Pour les recommandations édictées par le CDC pour la prévention des pneumopathies nosocomiales, c'est quand même moins fort, c'est 1B. Bon, pour la CCCS, pour la Société de Critical Care canadienne, là, c'est recommandé, il n'y a aucune discussion. Et vous voyez que les recommandations de l'ATS et de l'ITSA sont plus tempérées, elles laissent quand même une place à l'intubation nasotrachéale. Alors, je vous propose d'aller voir les recommandations canadiennes, hein, la CCC Canadian Critical Care Society. Alors voilà, c'est un article publié dans Annals of Internal Medicine en 2004. Avec des gens prestigieux, Deborah Cook, Darren Eland, même Christian Brun-Buisson était dans ce travail. Et data synthesis, vous voyez, l'orotracheal route of intubation doit être recommandé. Alors quand on s'intéresse au texte, alors pour la voie d'intubation, les auteurs disent que sur la voie
et l'évidence d'un travail de niveau 2, nous concluons que l'intubation orotrachéale est associée à une incidence moindre de pneumopathie nosocomiale comparée à l'intubation nasotrachéale. Et pour cette raison, l'intubation orotrachéale doit être favorisée. Alors, quand on regarde cette référence 33, c'est un travail de Laurent Zapfel, un travail français, publié dans le Critical Care Medicine en 1993, que je vous propose de détailler. Alors, il n'est pas facile à voir ce travail parce qu'on n'arrive pas à l'avoir dans PubMed, enfin, il faut aller le chercher en papier, on n'arrive pas à l'avoir par voie électronique. Alors, c'était une étude qui était ambitieuse, qui était bien construite, c'était un essai randomisé où 300 patients ont été inclus, 149 ont été intubés par la voie nasotrachéale, 151 par la voie orotrachéale. La sonde nasogastrique, quand ces patients en avaient besoin, a été placée dans le nez quand c'est une intubation nasale, ou dans la bouche quand c'est une intubation orotrachéale. Le diagnostic de sinusite était fait d'une part par un examen radiologique, en l'occurrence un scanner des sinus fait tous les 7 jours ou en cas de suspicion clinique. Quand on s'intéresse à la survenue des sinusites maxillaires radiologiques, les SMR, il y en a 78 au terme de cette étude et on voit qu'il y a une tendance à ce qu'il y en ait plus dans le groupe intubé par le nez que dans le groupe intubé par la bouche, 45 versus 33, mais cela n'est pas significatif. Quand on s'intéresse par contre aux sinusites qui sont microbiologiquement documentées, c'est-à-dire toutes les sinusites ont été ponctionnées, et quand on s'intéresse aux sinusites pour lesquelles une prolifération microbienne va être notée, là la différence elle devient beaucoup moins flagrante. Il n'y a plus que 29 sinusites microbiologiquement documentées dans le groupe intubation nasale versus 25 dans le groupe IOT. Ce n'est pas significatif. Quand on s'intéresse maintenant à la survenue dans ce groupe de patients de pneumopathie acquise sous ventilation, il n'y a plus que 26 pneumopathies, 17 dans le groupe intubation par le nez, 9 dans le groupe IOT. Et quand on regarde seulement les pneumopathies qui sont causées par des germes qu'on a retrouvés dans la sinusite, vous voyez qu'il n'y a plus que 9 patients sur les 300 du départ qui vérifient cette condition. Donc conclure quelque chose là-dessus avec des petits p qui sont nulle part significatifs, c'était un petit peu difficile. Donc il n'y avait pas de différence dans ce travail entre les sinusites maxillaires documentées ou non et la survenue d'une pneumopathie sous ventilation assistée. Alors les mêmes auteurs, ou presque, plus récemment, avec les mêmes références, là Christian Vinbuisson a senti que c'était pas bien, donc il n'est pas dans les auteurs, avec les mêmes références, il conclut que sur la base d'un essai de niveau 2, c'est toujours la même référence, c'est toujours Laurent Zapfel, là c'est plus que c'est significativement diminué, là c'est une tendance à la diminution de la pneumopathie nosocomiale en cas d'intubation orotrachéale. Donc vous voyez que les choses ne sont pas aussi claires que ça. Plus récemment, une revue dans l'European Respiratory Journal, dont le dernier signataire est Jordi Rello, qui dit que l'utilisation de l'intubation nasotrachéale est associée avec une incidence plus importante de sinusite nosocomiale et que la sinusite peut prédisposer à la pneumopathie. Alors là, cet auteur donne des faits qui ne sont pas prouvés et en plus reconnaît qu'il y a une relation entre VAP et sinusite alors que ce n'est pas prouvé. Alors quelles sont ces deux publications qui sont citées? On retrouve la publication de Laurent Zapfel qui, là, clairement ne permet pas de conclure, et puis 2 travaux français, un par Jean-Jacques Rouby et l'autre par l'équipe lyonnaise, qu'on va analyser dans l'ordre chronologique. Alors tout d'abord, l'étude de Salor, dernier signataire Dominique Robert, publiée en 1990 dans Intensive Care. Alors les patients 111 patients ont été randomisés, 53 dans le groupe intubation orale, 58 dans le groupe intubation nasotrachéale. La sonde nasogastrique était posée chez tous les patients par le nez en cas d'intubation nasotrachéale ou par la bouche en cas d'intubation orale. Les auteurs ont exclu d'emblée les patients intubés dans le cadre d'un traumatisme crânio-facial, dans les patients qui avaient une sinusite à l'inclusion dans l'essai et les patients pour lesquels la ventilation mécanique avait une durée prévue de moins de 48 heures. Alors, le diagnostic était fait par une radio. À l'époque, en 1990, le scanner n'était pas fait de façon aussi extensive. Et c'était une incidence de face inversée, l'incidence de Waters. Et le diagnostic de sinusite était retenu quand le sinus paraissait plein ou quand il y avait un niveau hydroaérique. Alors la radio était faite à l'inclusion, J0, ce qui permettait d'exclure les patients qui avaient une sinusite, à J3 et à J7.
Les patients en cas de survenue de sinusite étaient réintubés par la bouche et il y avait une antibiothérapie et un drainage si on pensait qu'il y avait une infection. Au terme de cette étude, 26 sinusites maxillaires sont observées. Alors c'est préférentiellement, même largement, dans le groupe de l'intubation nasale. Vous voyez, 1 sur 53 dans le groupe intubation orale, 25 sur 58 dans le groupe intubation nasale. Par contre, quand on s'intéresse uniquement aux sinusites qui sont microbiologiquement documentées, là vous voyez que les choses sont moins évidentes et que quand on essaie de s'intéresser à la concordance entre la pneumopathie et le germe qui la cause et le germe qui a été isolé dans la sinusite, on n'a plus qu'une sinusite qui est associée à une pneumopathie causée par le même germe dans 7 patients. Et il y a un petit chapitre dans l'article qui est un peu curieux, où dans la population totale des patients, 28 ont présenté une pneumopathie nosocomiale pendant l'étude, 14 dans le groupe avec sinusite maxillaire et 4 dans le groupe sans sinusite maxillaire. 14 et 4, ça ne fait pas 28. Alors je ne sais pas où sont passés les malades. La différence est significative peut-être, mais je ne sais pas ce qu'on peut conclure d'autre part sur ce travail. L'autre travail un peu plus récent est le travail publié par l'équipe de Jean-Jacques Rouby. Alors ça, c'était quelque chose de beaucoup plus complexe, beaucoup plus ambitieux. 162 patients ventilés avec une durée prévue de plus de 7 jours, qui allaient avoir un scanner des sinus dans les 48 premières heures. Et au bout de 48 heures de ventilation, les patients allaient être classés en 3 groupes. Le groupe 1 où il n'y avait pas de sinusite maxillaire, le groupe 2 où il y avait un épaississement muqueux et le groupe 3 où il y avait un sinus plein. Et vous voyez qu'au bout de 2 jours de ventilation, il y a déjà 96 patients sur 162 qui ont un sinus plein. Quand on s'intéresse à la répartition des patients, on retrouve groupe 1, les patients qui, dans les 48 heures, ont eu un scanner des sinus qui montre qu'il n'y a pas de sinusite. Le groupe 2, c'est ceux avec l'épaississement muqueux. Le groupe 3, c'est les patients qui ont un sinus plein. Alors effectivement, quand on s'intéresse à la sinusite maxillaire diagnostiquée par scanner, on s'aperçoit que quand on pose la sonde d'intubation par le nez et quand on pose la sonde gastrique par le nez, 81% des patients ont une sinusite. 73% ont un sinus plein, 8% ont un niveau. Mais je vous demanderai de lire la ligne du dessous. Quand on intube les patients par la bouche et qu'on met la sonde gastrique par la bouche, il y a quand même 52% des patients qui ont une sinusite, que ce soit un sinus plein ou un épaississement muqueux. Donc il est un peu difficile de conclure là-dessus. Alors ensuite, dans ce travail, Jean-Jacques Rouby avait pris les patients qui n'avaient pas de sinusite au bout de 24 heures de ventilation et les avait randomisés en intubation oro ou nasotrachéale. Et là, il y avait aussi très rapidement une incidence de sinusite maxillaire radiologique beaucoup plus fréquente dans le groupe intubé par le nez que dans le groupe intubé par la bouche. Et alors malheureusement, quand on essaie d'avoir la concordance bactériologique avec ces sinusites, là, il a mélangé tous les patients, le groupe 1, le groupe 2, le groupe 3, et finalement, on ne sait plus le nombre de sinusites microbiologiquement prouvées qu'on a dans le groupe 1, qui était pourtant le groupe d'intérêt. Et quand on s'intéresse un petit peu à la différence qu'il y a entre les patients qui vont faire une pneumopathie et ceux qui ne vont pas en faire, avec les sinusites non infectieuses et sinusites infectieuses. Là, c'est tous les patients qui ont été regroupés, c'est-à-dire les 96 patients qui ont été regroupés. Vous voyez qu'il faut vraiment ne pas se baser juste sur l'aspect radiologique, parce qu'il y a à peu près la moitié des patients qui ont certains niveaux un sinus plein, mais ce n'est pas infectieux. Et quand on s'intéresse aux sinusites infectieuses, c'est-à-dire les sinusites chez lesquels on a trouvé un germe, il faut encore se dire qu'il faut que le germe qu'on trouve dans le sinus soit celui qui va causer la pneumopathie. Et là, dans cette étude, il n'y a finalement que 11 situations où on avait une parfaite correspondance du germe trouvé dans le sinus et dans la pneumopathie. Mais de la façon dont l'étude microbiologique est conclue, il est extrêmement difficile de tirer une conclusion de ce travail. Alors là, c'est aussi difficile de conclure sur l'imputabilité de la pneumopathie en fonction du site d'intubation. Alors le dernier travail qu'il faut citer, c'est le travail randomisé prospectif de Laurent Holzapfel, qui a pris là que des patients intubés par le nez et qui a comparé 2 stratégies, à savoir soit je cherche la sinusite de façon systématique, soit je ne la cherche que quand le patient a une douleur ou un écoulement ou a de la fièvre.
Et la conclusion de ce travail, c'est que quand on opposait les deux stratégies, c'est-à-dire stratégie de tract systématique ou juste à la demande, on avait sans doute moins de pneumopathie dans le groupe dans lequel les sinusites étaient activement recherchées. Donc on peut peut-être conclure que la sinusite non traitée est associée à plus de PAVM, mais c'est encore au conditionnel. Bon, puis je terminerai par ce travail. Alors je le présente parce que ça vient du service dans lequel je travaille. Alors c'est monocentrique, c'est pas prospectif, c'est pas randomisé, c'est rétrospectif, mais c'est quand même 12 ans de pratique. Hein. Nous, on continue à intuber certains patients par le nez, et sur les 5000 intubations que vous pouvez vous lire sur la première ligne, il y en a à peu près un quart qui sont intubés par le nez. Et quand on s'intéresse à la densité d'incidence pour 1000 jours de ventilation, et c'est la dernière ligne du tableau que je vous demande de regarder, on s'aperçoit que la différence qu'il y a entre la densité d'incidence entre les deux stratégies d'intubation n'est pas différente. Alors, il faut quand même se garder de conclure hâtivement, ce ne sont pas les mêmes patients, on n'intube pas par le nez les mêmes patients que ceux qu'on intube par la bouche. Je vous dis, les patients les plus graves, les plus hypoxiques sont intubés par la bouche, ceux qui font un arrêt cardiaque sont intubés par la bouche. On intube généralement par le nez les patients qui ont une maladie neurologique, par exemple, dont on sait qu'ils vont rester intubés plus longtemps, donc ils vont être ventilés conscients. Donc on sait que c'est des patients qui n'ont sans doute pas la même gravité, mais c'est une donnée quand même qu'il faut garder à l'esprit. Donc je crois qu'en conclusion, on peut dire que l'intubation nasotrachéale, elle est peut-être associée à plus de sinusite maxillaire, mais pas à plus de PAVM. Et si elle survient, la sinusite peut être diagnostiquée et traitée. Et bon, moi, ce que je souhaite dire, c'est qu'elle apparaît acceptable si elle procure un confort supérieur aux patients. Alors ça, c'est une revue de Laurent Zapfel qui défendait le contre, hein, qui était contre l'intubation nasotrachéale, qui reconnaît quand même que, c'est ce qui est souligné en vert, l'intubation nasale, elle augmente peut-être le risque des sinusites, alors qu'en rouge, vous voyez que ça augmente le confort du patient, ça diminue les lésions, la nécrose de la langue, la nécrose des lèvres et la gestion du tube. Et enfin, je vous montrerai ce texte de Jean Chastre et de Jean-Yves Fagon, le State of the Art sur les VAP, publié il y a maintenant plus de 10 ans dans l'American Review of Respiratory Disease, où la conclusion, c'était que concernant la meilleure voie d'intubation trachéale pour éviter les pneumopathies, il n'y avait pour l'instant aucune recommandation, parce qu'il n'y avait aucun travail qui montrait qu'une ou l'autre des voies d'intubation pouvait prévenir les VAP. Donc, take-home message, je vous dirais qu'il y a peut-être plus de sinusites après intubation nasale qu'après intubation orale, mais l'intubation nasotrachéale n'entraîne pas plus de pneumopathie acquise sous ventilation que l'intubation orotrachéale. Et la sinusite, c'est peut-être possiblement un marqueur, un relais de la colonisation oropharyngée qu'on peut observer chez les patients sous ventilation artificielle. Je vous remercie.